bienvenue aux représentants du Centre québécois du droit à l'environnement. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter, puis à commencer votre exposé. Merci, M. le Président. Mon nom est Jean Barry. Je suis avocat, docteur en droit, vice-président du Centre québécois du droit de l'environnement et professeur de droit au département de sciences juridiques de l'UQAM. Ma thèse de doctorat en droit portait spécifiquement sur le droit d'accès à l'information environnementale et l'Assemblée nationale m'avait donné le prix Jean-Charles Bonenfant pour la qualité supposée de mes recherches. Donc, c'est un peu mon dada. Et pour ce qui est de, je vous remercie, M. le Président, Mme la ministre, les différents parlementaires, de recevoir le CQDE, qui n'est pas un organisme spécifiquement dédié à la question de l'accès à l'information environnementale, mais en matière d'environnement, je dois vous rappeler que le seul ministère de l'Environnement reçoit en moyenne entre 12 000 et 15 000 demandes d'accès à l'information par année, ce qui montre l'appétit de la population pour l'accès à l'information en matière d'environnement. Et même si le rapport de la Commission rétablit l'équilibre traite très peu d'informations environnementales, je veux souligner à quel point le droit d'accès à l'information sur ces questions est essentiel et pourquoi la réforme législative qu'on nous promet depuis un certain temps, j'étais ici pour le rapport antérieur de la Commission d'accès à l'information, Madame la ministre, vous siégez de l'autre côté à l'époque, et là aussi, on nous promettait une réforme rapide de la loi sur l'accès à l'information, donc j'espère qu'à ce coup-ci, ça va aboutir. Donc, la question environnementale a motivé le législateur. Dès 1978, on adopte la loi sur la qualité de l'environnement et c'était une primeur, une nouveauté. On permettait à l'époque aux citoyens de faire des demandes d'accès à l'information au seul ministère de l'Environnement pour obtenir des renseignements sur les contaminants. C'était 4 ans avant que la loi sur l'accès soit adoptée. Donc, c'était une nouveauté. C'est l'environnement qui a fait avancer cette question-là. En 2006, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur le développement durable et ce type de développement est devenu le nouveau mode de gestion et un des 16 principes juridiques que la loi contient concerne spécifiquement le droit au savoir et l'accès à l'information. Par cette même loi de 2006, on a introduit dans notre Charte québécoise un nouveau droit fondamental, soit celui du droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Donc, selon nous, au CQDE, il y a au moins 2 droits fondamentaux, le droit à l'information qui est reconnu dans la Charte depuis 1975 et le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité qui soutiennent le droit d'accès à l'information de nature environnementale au Québec. La défense efficace de tous les droits fondamentaux qui sont reconnus dans une charte nécessite l'acquisition d'informations préalables. Mais la question de l'information environnementale occupe une place particulière dans les travaux du législateur québécois. Et, par exemple, récemment, en 2009, lorsque l'Assemblée nationale adopte la loi sur le caractère collectif des ressources en eau et visant leur protection, on fait de la transparence un des principes reconnus dans cette loi-là et la loi énonce que toute personne a droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives aux ressources en eau détenues par les autorités publiques. Malgré le caractère progressiste et bienvenu de ce nouveau droit, de cette affirmation-là, il demeure que les conditions et limites définies par la loi sont celles de la loi sur l'accès et de ses très nombreuses restrictions qui sont demeurées pratiquement inchangées depuis 1982, donc depuis 35 ans. Et ces restrictions-là diminuent nettement la portée du droit qu'on voulait reconnaître en adoptant la loi sur l'eau en 2009. Donc, le CQDE est tout à fait d'accord avec l'affirmation du rapport de la Commission d'accès à l'information sur la nécessité de revoir l'ensemble des restrictions de la loi sur l'accès. Autre exemple de la question particulière de l'accès à l'information de nature environnementale, c'est que dès l'adoption de la loi sur l'accès en 1982, le législateur avait prévu, par son article 26, une exception aux restrictions que certaines informations sur les questions environnementales, la contamination, pouvaient justifier qu'on écarte des restrictions de nature économique. Malheureusement, tous les auteurs de doctrine, que ce soit Maître Raymond Doré, moi-même dans la thèse, entre 1983 et 2006, l'article 26 n'a jamais été utilisé par la Commission d'accès à l'information. Donc, en 2006, lors de la dernière grande réforme de la loi sur l'accès, on abroge cet article-là et on le modifie par l'actuel article 41.1.
Malheureusement, on a retrouvé depuis 2006 seulement une décision de la Commission d'accès à l'information où l'article 41.1 a permis la divulgation d'informations de nature environnementale. Donc, selon nous, le rapport de la Commission d'accès à l'information mentionne l'article 41.1 comme étant un exemple de prise en compte de l'intérêt public, une disposition qui est aussi peu utilisée, une fois en 33 ans, nous semble un très mauvais exemple de disposition visant à protéger l'intérêt public. Malheureusement, et on l'avait dit lors du précédent rapport de la Commission d'accès à l'information, le rapport passe sous silence toutes les dispositions, les nouvelles modalités législatives, les normes juridiques qui ont été adoptées depuis 2006 en vertu de la Loi sur le développement durable, de la Loi sur l'eau, et leur impact réel sur la pratique des organismes administratifs par rapport à la divulgation des informations. On n'a pas constaté sur le terrain que les organismes administratifs ont libéralisé leurs pratiques et leur réponse aux demandes d'accès à l'information suite à l'affirmation du principe d'accès au droit au savoir, suite à l'affirmation du principe de droit à la reconnaissance à l'information sur les ressources en eau. Il n'y a pas eu de développement majeur de ce côté-là et ça aurait été intéressant d'entendre la Commission d'accès à l'information faire un bilan et une évaluation de ces nouvelles dispositions qui ont été adoptées par vous, les législateurs, pour voir leurs résultats concrets, pour vous permettre d'améliorer la loi sur l'accès. Selon nous, il vient d'avoir une réforme majeure de la loi sur la qualité de l'environnement, le projet de loi 102 qui a été adopté en mars, et la question de l'intérêt public, la disposition préliminaire de la LQE qui a été adoptée, mentionne spécifiquement le caractère collectif et l'intérêt public de l'environnement. C'est pour ça que, selon nous, l'intérêt public, que tant la Commission mentionne, doit prendre en compte les questions environnementales et les questions liées au développement durable, qui est le mode de gestion officiel, en vertu de la loi sur le développement durable, de toute l'administration publique québécoise. Donc, ce critère de développement durable, qui implique une conciliation des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, devrait, selon nous, prévaloir sur les actuelles exceptions, les restrictions relatives aux tiers, les gens qui remettent des documents, les secteurs économiques, les fameux articles 23 et 24, qui donnent actuellement un droit de veto complet aux entreprises, tous les ministères, les organisations. Si un document a été remis par un tiers, si une condition d'autorisation environnementale se retrouve dans un document qui a été remis par le demandeur d'autorisation, le ministère n'a absolument pas le droit, ce n'est pas facultatif comme toutes les autres restrictions de la loi sur l'accès, c'est obligatoire, c'est impératif, doit refuser. Donc, les entreprises se sont vues, en 82, donner un droit de veto sur les informations qu'elles ont l'obligation de remettre aux différents ministères, dont celui de l'environnement. Et ça a amené une série de problèmes qui doivent absolument être corrigés. La question de l'intérêt public, dont la prise en compte du développement durable, devrait viser à réduire la prépondérance des restrictions sur les informations à caractère économique. Et ce qui a été fait dans la loi sur la qualité de l'environnement qui a été adoptée en mars 2017, il y a eu des changements positifs de ce côté-là. On a écarté les restrictions des articles 23 et 24 et on a déterminé que c'est le ministre de l'Environnement. Les entreprises peuvent demander que des renseignements qui portent sur des secrets industriels ou commerciaux confidentiels ne soient pas rendus publics, mais c'est au ministre à le décider. Ce n'est pas eux, ou les entreprises, les demandeurs d'autorisation qui ont un droit de veto. Et cette modalité devrait inspirer, selon nous, la prochaine réforme en droit de l'environnement. Le Code civil du Québec reconnaît que l'eau et l'air sont des choses communes. Selon nous, l'information sur l'eau et l'air devrait aussi être des choses communes et ne pas pouvoir être privatisée. Dernier point qui est mentionné, dans le rapport de la Commission d'accès, c'est l'application de l'article 137.1 qui permet aux organismes de demander à la Commission d'écarter des demandes jugées abusives. Encore là, il n'y a pas de chiffre dans le rapport de la Commission qui propose une réforme, changer le 137.1, mais nous, on CQDE, on reçoit de plus en plus, et ça nous inquiète, de demandes de groupes environnementaux qui nous disent qu'ils se font refuser des demandes d'accès à l'information en considérant que c'est un caractère abusif. Donc, dans le mémoire, on explique un peu cette disposition-là et comment elle devrait être améliorée.
Donc, le rapport établit l'équilibre, formule des propositions et des recommandations qui vont dans le bon sens, mais on trouve qu'elles ne vont pas assez loin. Et dans notre mémoire, on a détaillé plus en détail, avec le temps qui nous manque, certaines des recommandations qu'on espère qui seront prises en compte par le législateur. Merci de votre attention et je vais répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Madame la ministre, la parole est à vous pour côté gouvernemental de 22 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui et de votre présentation. J'écoute, j'entends. Et je crois que quand je lis votre mémoire, vous avez même dit que le ministre de l'Environnement, lui aussi, il a écouté. Et je trouve des passages dans votre mémoire qui sont très favorables avec les modifications qui ont été faites à la loi sur la qualité de l'environnement. Maintenant, revenons à votre mémoire aujourd'hui. La Convention d'Aarhus, prévoit qu'en cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit imputable à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éventuels dommages qui sont en la possession d'une autorité publique soient diffusées immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées. Il prévoit ça. Moi, je vous demande, est-ce que vous êtes favorable à ce que nous ajoutions à la loi sur l'accès à l'information une clause qui prévoit qu'un renseignement qui révèle un risque sérieux pour la vie, la sécurité ou la santé d'une personne ou un risque sérieux à l'atteinte à l'environnement doit être divulgué sans délai et de façon proactive, malgré toute restriction à la loi. Présentement, l'article 41.1 ne dit pas ça. 41.1, c'est plutôt un article qui dit que les restrictions ne s'appliquent pas quand il y a une demande d'accès dans certaines situations. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Oui, absolument. La Convention d'Aarhus, d'ailleurs, est un bon exemple et devrait sous-tendre la réflexion sur l'amélioration de nos mécanismes d'accès à l'information. Elle est d'ailleurs ouverte à la ratification par tous les États, dont le Canada. Le libellé de la Convention d'Aarhus, spécifiquement sur cette question-là, doit être jaugé aussi avec les mécanismes d'interprétation passés de la Commission d'accès à l'information. Parce que c'était un peu ça l'idée qui sous-tendait à la fois l'article 26 et l'article 41.1. Mais malheureusement, une interprétation restrictive des termes employés, danger imminent ou sérieux, grave, etc., la Commission exigeait des personnes qui demandaient le document. Et quand on demande un document, on ne sait pas le contenu du document. On ne sait pas. Donc, on va à la pêche, si vous voulez. On ne connaît pas. Et c'est seulement la Commission elle-même qui peut établir si, effectivement, ce document-là peut être utile et peut correspondre à un danger réel. Et la Commission, malheureusement, on arrive devant la Commission 22, 23, 24 mois après avoir fait notre demande si on s'est fait dire non. Donc, il faut que l'ensemble des intervenants comprennent très bien l'idée du législateur, que le libellé des mots soit très clair, que ce qu'on veut, c'est que les dangers liés à l'environnement, que ce soit en question des pesticides, par exemple en Europe, outre la Convention d'Aarhus, il vient d'avoir, il y a quelques mois seulement, un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui a fait en sorte de dire que la question du secret industriel devait être écartée lorsqu'il y a des dangers qui touchent la santé humaine dans l'utilisation des pesticides. Donc, de plus en plus, on voit un lien se faire entre la question de l'environnement et de la santé humaine. Dans le libellé d'une future réforme visant à moderniser, il faudrait faire attention au choix des mots pour faire en sorte que l'ensemble des intervenants, des responsables d'accès à l'information, divulguent les informations qui touchent les questions environnementales. Et c'est pour ça que, autant dans le mémoire, autant la Convention d'Aarhus contient une définition d'information environnementale, ce qui est l'autre point. Nous, dans notre système législatif, autant dans la loi sur la qualité de l'environnement que la loi sur l'accès à l'information, il n'y a pas de définition d'information environnementale, comme il n'y a pas de définition de ce qu'est un secret industriel. La Convention d'Aarhus contient une définition d'information environnementale et le Code français de l'environnement contient aussi une définition environnementale. À l'annexe 1 du mémoire, vous retrouvez une proposition qui fait l'amalgame entre les deux définitions
tant de la Convention d'Aarhus que du Code français de l'environnement, s'il y avait une définition de ce qu'est une information de nature environnementale, ça serait nettement plus facile pour tous les responsables d'accès à l'information de répondre oui, s'il y a lieu de faire une demande, ou si on a adopté ce sur quoi on vise, des mécanismes de divulgation obligatoires, automatiques via des registres, de mettre cette information environnementale-là déjà sur les registres pour éviter d'avoir à faire des demandes d'accès à l'information et les délais. Et dans ce sens-là, ça va dans le sens aussi du rapport quinquennal. Mais oui, l'idée, elle est tout à fait excellente. C'est le livre, vous savez, vous êtes juriste, le choix des mots est très délicat sur cette question-là parce que malheureusement, l'expérience de l'article 26 et 41.1 s'est avérée négative, même si l'objectif visé était grosso modo le même que celui que vous parlez aujourd'hui. Alors, vous êtes d'accord qu'il devrait y avoir une divulgation proactive? Oui. Parfait. Alors, maintenant, mais est-ce que vous êtes aussi en train de me dire que toute information environnementale devrait être divulguée proactivement? Toute information qui correspondrait à vous savez, normalement, les lois commencent par des définitions. L'article 1 d'une loi, c'est des définitions. Si vous avez une définition de ce qu'est une information de nature environnementale, à notre avis, oui. Si on définit ce qu'est une information de nature environnementale et qu'on considère que l'environnement, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la population, qu'il n'y a pas personne qui peut s'accaparer pour lui-même le contrôle de cette information-là, sur les mesures prises, sur le respect des mesures, sur les mesures de surveillance, oui, cette information-là devrait être divulguée. Ça correspond à un droit fondamental, le droit de vivre dans un environnement sain, et à notre avis, oui, toute information correspondant à une éventuelle définition devrait être divulguée automatiquement sur des registres. Mais alors, comment trouver l'équilibre? Parce que parmi les informations environnementales, on va avoir des secrets industriels ou des secrets commerciaux. Alors, comment on joue l'équilibre là-dedans? Parce que vous ne pouvez pas me dire que tout, avec un mouvement de brush, là, on va écarter tous les secrets industriels. Ça, je suis d'accord à 100% avec vous, et on l'explique dans le mémoire. La question du secret industriel est tout à fait... La loi sur l'accès, présentement, l'article 23, le début, porte sur le secret industriel. À ma connaissance, il n'y a aucun groupe environnemental, et pas le CQDE, qui remet en question la question des droits de propriété intellectuelle, de la protection des secrets industriels. Par contre, le reste de l'article 23, ça porte sur les renseignements de nature industrielle, financière, technique et commerciale. Et là, tout renseignement environnemental et, en essence, essayer de réfléchir, trouver un renseignement de nature environnementale qui ne soit pas technique, scientifique, industriel ou commercial. Les renseignements de nature environnementale sont rarement de nature culturelle. Donc, c'est l'article 23, pas la section sur les secrets industriels qui a causé tant de problèmes, c'est tout le reste. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit amendé, qu'il soit changé. La question du secret industriel, il faut faire attention. Je sais qu'il va y avoir des intervenants qui vont... Parce que dans la réforme sur la loi sur la qualité de l'environnement, ça a été un assez gros débat, la question de la protection des secrets industriels versus les renseignements de nature industrielle. Le secret industriel, on peut l'agiter aussi comme un hochet, parce que le ministère de l'Environnement, je vais donner un exemple qui va peut-être vous faire rire, mais si l'entreprise Cadbury veut ouvrir une usine de fabrication, le ministère de l'Environnement ne va pas exiger le secret de la caramilk, là. Le ministère de l'Environnement ne va pas exiger des secrets de fabrication qui se passent à l'intérieur de l'usine. La loi sur la qualité de l'environnement dit qu'elle s'applique seulement sur l'eau, l'air et le sol. Tout ce qui se passe à l'intérieur des usines ne concerne pas le ministère de l'Environnement ni la loi sur la qualité de l'environnement. Les renseignements qui portent sur les secrets industriels, un État voisin, le New Jersey, le spécifie. Le secret industriel n'est valable qu'à l'intérieur de l'usine. S'il y a des émanations, la contamination par les eaux usées ou la pollution de l'air qui permettrait à des gens mal intentionnés de découvrir c'est quoi le secret industriel ou le secret de fabrication de la compagnie, il faut qu'ils s'installent des filtres en conséquence parce qu'ils n'ont pas... L'information sur l'environnement est considérée comme étant supérieure au respect du secret industriel tant et aussi longtemps que le secret industriel est à l'intérieur de l'usine, il est considéré, il a la primauté. À mon sens, et au sens du CQDE, il faut aller aussi dans ce sens-là d'une définition de ce qu'est un secret industriel, ce qu'il y a dans la Convention d'Aarhus, ce qu'on n'a pas ici.
pour justement éviter et protéger tant les intérêts des entreprises, parce que quand on parle de développement durable, vous avez tout à fait raison, là, c'est de trouver une conciliation entre les intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Il y a des secrets industriels, mais normalement, les informations que vous devez remettre au ministère de l'Environnement pour être autorisé, ça ne concerne pas les secrets industriels dans votre usine. Ça concerne, est-ce que vous êtes dans un milieu humide? Combien de quantités de contaminants vous allez utiliser? Ça va être quoi vos mesures de récupération, de recyclage, etc.? Vos boues usées, vous allez les faire traiter comment? Qu'est-ce qui est prévu? Ça, ce n'est pas des secrets industriels. C'est des informations environnementales d'intérêt public. J'aimerais maintenant poser une question sur l'article 137.1. Et c'est les demandes abusives. Vous mentionnez que l'invoqué pourrait avoir un effet dilatoire automatique compte tenu des frais et des ressources engendrées. Est-ce que le coût d'un recours devant la CAI est aussi élevé que ça? Point numéro 1. Point numéro 2, vous faites tout un argumentaire, mais je ne comprends pas dans ce que vous proposez. C'est quoi exactement que vous proposez comme modification à cet article? Vous vous dites d'accord que si l'organisme veut soulever l'article 137.1, que c'est une demande abusive, ça doit être fait dans un délai de 20 ou 30 jours. Vous vous dites d'accord avec cette recommandation de la CAI, mais vous voulez aller plus loin. Et aller plus loin, c'est quelle modification à cet article? Vous avez soulevé 2 points. Le premier point, c'est les coûts devant la Commission d'accès à l'information. Il faut savoir que pour les groupes environnementaux, ce sont des personnes morales qui, en vertu de la loi sur le barreau et des règles de la Commission d'accès à l'information, doivent être, quand ils sont devant la Commission d'accès à l'information, représentés par un avocat, membre du barreau. Vous savez comme moi qu'un avocat membre du barreau, pour des petites organisations environnementales et incorporées, ça peut représenter des coûts. Ça représente des délais aussi. On connaît tous la question des délais devant la Commission d'accès à l'information. Et l'exemple qu'on donne ici, c'est un exemple tout à fait réel, tout récent, où un groupe environnemental a fait une demande sur 150 rapports de forage qui avaient été approuvés. Et on a dit que c'était une demande abusive. Mais s'il y a eu 150 rapports de forage, 150 forages qui ont été autorisés par les services du ministère, c'est qu'ils avaient les ressources pour les traiter. Ce n'est pas de la faute des citoyens ou des groupes environnementaux si il faut qu'ils demandent autant d'informations. S'il y en avait juste eu 3, ils auraient demandé 3. Donc, là, les citoyens se sont habitués à se faire refuser, à se faire reporter en disant que c'était abusif, que c'était trop pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ou trop pour le ministère de l'Environnement. Donc là, on a vu apparaître, vous savez, tout le monde essaie de trouver des solutions, 50 citoyens qui font une demande sur chacun 3 forages. La réaction des ministères a été la même. Encore là, c'est abusif. Mais qu'est-ce qui est abusif? C'est la situation en soi. S'il y a eu beaucoup d'autorisations, est-ce qu'on va dire aux citoyens, bien, il y a eu beaucoup d'autorisations en matière d'environnement, mais ce serait abusif que vous les connaissiez toutes. Donc, on va vous en donner. Faites des demandes sur 1 ou 2 ou 5 des autorisations. C'est dans ce sens-là qu'on considère que c'est juste une piste de solution. On sait au niveau juridique qu'il y a ce qu'on appelle les gens querelleurs. Il y a dans le Code de procédure civile, on va écarter des gens qui font manifestement qu'il y a un usage abusif du système juridique. Mais le libellé du Code de procédure civile est nettement plus restrictif et plus sévère. Là. On ne voit pas ça. C'est pas courant quand même, comparé à ce qui nous semble être une nouvelle tendance au sein des administrations. C'est très facile de dire, bien, votre demande est abusive et ça va demander trop de ressources de notre organisme. Quand on sait qu'il y a le ministère, par exemple, d'Énergie et Ressources naturelles, le ministère des Transports, sont des organismes qui ont quand même un certain nombre de ressources, en tout cas ressources qui permettent de faire un très grand nombre d'autorisations sur un très grand nombre de sujets qui suscitent, de toute évidence, une demande pour obtenir de l'information environnementale, demande que les gens sont obligés de faire parce qu'au Québec, on est très peu avancé, comme a dit le député tantôt, au niveau des registres publics et des mécanismes de divulgation automatique. Si cette information-là était transmise automatiquement sur des registres, parce qu'elle correspond à la définition de l'information environnementale, il n'y aurait pas de demande abusive, ou très peu, parce qu'il n'y aurait pas nécessité de faire une demande.
Le renseignement, tous les documents sont numérisés. Toute demande d'autorisation au gouvernement est numérisée. Donc, on la met, si elle correspond à l'information, à la définition légale, on la met sur un site et on vient d'éviter un certain nombre, sinon un grand nombre de demandes jugées abusives par celui qui détient l'information. Barry, Madame Je la crois ministre. que mon collègue aimerait poser une question. Combien de temps il reste? Il reste 5 minutes 30. OK, allez-y. Donc, je passe la parole au député de Masquinongé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maître Barry, bonjour, bienvenue. On s'est rencontrés sur le projet de loi 102. Je suis très, très fier que vous ayez vanté les mérites de mon collègue, le ministre de l'Environnement. J'ai le privilège d'être son adjoint parlementaire et vous dire à quel point on est fier d'avoir présenté justement une modernisation d'un régime qui, après de nombreuses années, donc plus de 40 ans, n'avait pas été modifié. Je vais juste revenir sur, parce que tantôt, moi j'ai un problème de cheveux, vous savez, des fois je frise quand j'entends des choses, puis je veux juste être sûr qu'on a bien compris, qu'on a bien entendu la question. Tantôt vous avez parlé, en parlant de secret professionnel, de divulgation, vous avez dit, bien, tout ce qui est de nature environnementale, suite après avoir mis une définition bien claire, que ce soit un contaminant de l'eau, l'air, du sol, bien, c'est de nature publique. Certains d'autres personnes qui viendront, mais on a entendu à d'autres commissions aussi, vont dire, bien au contraire, parce que le ministère de l'Environnement, quand on demande un certificat d'autorisation, on fait une demande de certificat d'autorisation, ce qu'on va leur demander, c'est de mettre justement, pas nécessairement le procédé, mais de nous dire, les produits utilisés, ne serait-ce que si on a un risque de contaminer l'air, l'eau ou le sol. Et ce qu'on demande, avant d'émettre le certificat d'autorisation, c'est de contrer les émanations, les glissements, les coulements, etc. Là, vous êtes bien au courant. Alors, j'aimerais savoir, parce que si j'ai bien compris, vous dites, non, tout ce qui est en dehors, qui a un risque de contamination extérieure, sol, eau, air, etc., c'est de nature publique. OK, je comprends. Mais si la loi est modifiée puis inclut un règlement comme ça ou permet une chose comme ça, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent, mais chaque matériau utilisé ou procédé, ou etc., est de nature confidentielle et du secret professionnel? J'aimerais vous entendre là-dessus. Monsieur Barry. Oui. Encore là, je reviens à la Convention d'Aarhus, au Code français de l'environnement, qui contiennent des définitions de ce qu'est un secret industriel, et ce secret industriel-là est protégé. Et nous, on serait tout à fait favorable à ce qu'il y ait une définition dans la loi sur l'accès de ce qu'est un secret industriel et qu'il y ait une restriction qui va demeurer sur la question du secret industriel. Ce qui nous, et les 35 années parlent, la pratique et tous les rapports, là, pas seulement les environnementalistes comme moi, mais quelqu'un comme le maître Raymond Doré le dit lui-ci, on a élargi indûment la notion de secret industriel. Vous me parlez, par exemple, un exemple, vous vous souvenez de l'épisode des gaz de schiste, le CQDE avait fait une demande d'accès à l'information parce que les forages avaient été... On voulait savoir les produits qui étaient utilisés dans la fracturation hydraulique. Ça avait une importance énorme sur la question de l'eau potable, potentiellement, et la loi sur l'eau existait, le fameux droit aux ressources en eau. Et on s'est fait dire non, parce que pas que le ministère en soi était contre, et c'est pas un secret industriel de savoir, la liste des produits était publique, les entreprises disaient ça, le ministère et le rapport du BAP, les produits utilisés à travers le Québec, on savait les 35 produits chimiques qui étaient utilisés. Ce qu'on ne savait pas, et ce qui est important de savoir dans responsabilité civile, un producteur agricole qui voit son puits d'eau potable, son approvisionnement en eau potable, contaminé par un produit chimique, il n'y a absolument aucun recours s'il ne sait qu'une liste agrégée de l'ensemble des produits chimiques utilisés au Québec. Il n'y a aucune preuve que l'entreprise qui a foré à 200 mètres de son puits a utilisé tel produit. Donc, l'information sur le produit, ce n'est pas un secret industriel, ça. Les secrets industriels, il faut remarquer que dans les sites d'enfouissement, connaissez-vous beaucoup de secrets industriels? Dans le prolongement des routes, quand on autorise une nouvelle carrière sablière à Chersey, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de secrets industriels. Les Chinois, là, M. Trump parle beaucoup de secrets industriels, ils ont beaucoup d'autres méthodes pour découvrir nos secrets industriels que faire des demandes d'accès à l'information. Donc, nous, la lumière orange ou rouge qu'on essaie d'allumer, c'est de faire attention. On est d'accord que le secret industriel, les droits de propriété intellectuelle, tout ça, ça nécessite protection et que c'est possible de protéger ça tout en protégeant l'intérêt public et la question de l'accès à l'information environnementale.
C'est possible de le faire. Il y a eu une tentative en 82 avec la loi sur l'accès de faire un petit accommodement vers l'accès à l'information qui n'a pas donné aucun résultat. Et nous, ce qu'on espère, c'est que justement que le législateur encadre, qui définisse c'est quoi un secret industriel. Comme ça, les entreprises sauront, ça, c'est un secret industriel et je n'ai pas à le divulguer. Et le ministre, aucun ministère ni aucun organisme n'a à le divulguer. 2 minutes 20. Oui, je peux continuer? OK. Monsieur le député de Masquinongé. Alors, merci beaucoup, monsieur. On avait une question de temps. Le temps est restreint. Hein? Juste vous dire, bon, OK, puis ça, je le comprends bien. Je vais revenir aussi sur la question des pesticides. Bon, on a effleuré, je vois un petit peu dans le document. Avec la modification, vous avez vu notre nouveau code de gestion, tout ça, au niveau des pesticides, beaucoup plus restreint. Bon, on élimine les néonicotinoïdes. Et on sait qu'ici, au Canada, on fait, faut que ce soit approuvé. Il y a un long processus d'approbation, etc. Pour avoir une meilleure information, et pour aller soit à l'utilisation, parce qu'on sait qu'on va demander une autorisation, ça va prendre un agronome ou quelqu'un d'agréé pour pouvoir permettre l'utilisation de pesticides. Mais vous verriez, dans un monde idéal, quelle serait la façon de fonctionner qui serait le mieux? L'idéal, c'est de reprendre ce qui est avancé par la Commission d'accès, c'est la divulgation proactive, c'est des registres. Et à l'heure actuelle, malgré toutes les bonnes intentions qui pourraient entourer la loi sur les pesticides, les registres qui sont obligatoires en vertu de la loi, c'est des registres que j'appellerais privés. Ceux qui utilisent et ceux qui répandent des pesticides dans l'environnement doivent tenir un registre qui peut être consulté par le ministre et ils doivent le consulter pendant 5 ans. Si le ministre décide d'aller consulter et que quelqu'un fait actuellement une demande d'accès à l'information, parce que c'est le ministère qui a cette information-là, qui a vu le registre et puis qui s'est aperçu que l'année dernière, il y a eu telle quantité de tels produits de pesticides, bien, les restrictions de l'article 23-24, c'est nécessairement l'utilisation d'un pesticide, un renseignement de nature technique, industrielle, commerciale, peut-être même financière, parce qu'il y a eu des... Donc, ça va être non. C'est un registre. On oblige le producteur, le vendeur, ceux qui ont des certificats, à tenir un registre, mais c'est un registre privé qui est à la seule fin de contrôle, et c'est correct qu'il y en ait un, à la seule fin de contrôle de l'administration, du ministère. Mais pour le public, pour l'accès à l'information, pour la divulgation des informations, à l'heure actuelle, la loi sur l'accès, comme elle a fait sur plusieurs des mesures de la loi sur la qualité de l'environnement, viendrait mettre un frein à la volonté de divulguer ce type d'informations-là. Et c'est pour ça que c'est très important que l'ensemble des restrictions soient revues, mais à notre avis, les restrictions des articles 23 et 24 ont joué un rôle très négatif et il y a une attention qui doit être portée spécifiquement à cette question-là. Merci beaucoup. Le temps accordé au niveau du côté gouvernemental étant expiré, nous poursuivons la période d'échange avec Mme la députée de Pointe-aux-Trembles pour l'opposition officielle pour une durée maximum de 13 minutes 30 secondes. Oui, bonjour, M. Barry. Il y aurait beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez élaborées. Là, on va essayer d'être plus concis. Tout à l'heure, on donnait l'exemple du gaz de schiste, entre autres, où on avait une demande d'accès, particulièrement sur le produit. La raison qu'on vous a donnée pour ne pas vous donner l'accès, c'est la raison du secret professionnel? C'est pas le secret professionnel, c'est le secret industriel. Excusez-moi, l'article 23, le secret industriel, oui. Bien, la raison qu'on nous a donnée, parce que l'article 23, il mentionne le secret industriel, mais il mentionne après ça les renseignements de nature industrielle, commerciale, technique, financière ou scientifique. Donc, on nous dit c'est l'article 23. On ne sait pas si c'est un secret parce que c'est un jugé secret industriel ou c'est juste un renseignement jugé de nature industrielle. C'est deux choses totalement distinctes. Donc, à l'époque, c'est les entreprises, le ministère avait demandé aux entreprises, à toutes les entreprises productrices qui avaient fait les forages, et toutes les entreprises, sans exception, avaient dit non. Et donc, il y a eu un veto. On est allé devant la Commission d'accès à l'information, et ça a pris presque 3 ans, et 1 mois avant d'être entendu, de comparaître devant la Commission d'accès à l'information. Au niveau international, par exemple, l'Association internationale de l'énergie disait à tous ses membres divulguer les produits que vous utilisez parce que la controverse qui existait partout sur la planète, c'est mieux que vous disiez les produits que vous alimentiez des théories de complot, là, parce que ça existe, là, en cachant l'information. Et toutes les grandes entreprises ont accepté et ont modifié, donc ont levé leur veto, c'est-à-dire que le CQDA a obtenu, après 35 mois,
les renseignements sur les produits utilisés. Et on les a diffusés, puis c'était pas la guerre atomique, effectivement. Là, il y a des scientifiques qui les ont regardés, mais ce n'était pas un secret industriel. C'était juste une volonté à l'époque d'un secteur industriel de ne pas divulguer cette information-là. Et avec le temps, bien, cette volonté-là a changé. Et moi, je salue cette ouverture-là et j'espère que les représentants des entreprises qui vont venir comprennent que le développement durable fait en sorte que le veto qu'ils avaient auparavant ne peut plus être maintenu. Et, vous voulez une meilleure définition du secret industriel, d'une part, mais vous faites aussi allusion à la notion industrielle. Alors, où vous voyez la barre entre les deux, là, entre le secret et la notion? Comment on peut mieux définir le secret tout en sachant que dans les termes qu'on voit, il y a aussi une notion industrielle? OK. Bien, il y a, au niveau de la jurisprudence, les tribunaux, autant en common law, il y a une définition qui a été élaborée par les tribunaux canadiens de ce qu'est un secret industriel. C'est quelque chose que si vous êtes le seul à posséder et que si vous le possédez, ça a une valeur monétaire, parce que vous êtes le seul. Si on avait découvert quelque chose d'unique, ce qui n'est pas mon cas, je suis seul à posséder ça, je suis capable de le faire profiter, j'ai un brevet ou peu importe, mais savoir que c'est, je ne sais pas le nom chimique, là, mais c'était comme l'équivalent de l'eau de Javel qu'on met dans l'eau et le sable pour faire de la fracturation hydraulique, c'est pas un secret industriel, ça, l'eau de Javel. Peut-être pour la compagnie qui l'a inventé, je ne sais pas. Mais l'utilisation de ça, c'est pas un secret industriel. Donc, je ne suis pas un spécialiste du secret industriel, mais malheureusement, on s'est buté. C'est une notion qui est tout le temps, parce qu'elle est amalgamée dans l'actuel article 23. Et c'est pour ça qu'on était d'accord avec le compromis qui a été proposé dans la loi sur la qualité de l'environnement, parce que là, on a considéré que le secret industriel et commercial, on a ajouté confidentiel. À mon avis, un secret est confidentiel en partant, mais bon, c'est ce que dit le nouvel article 23.1. Et ça, c'est au ministre. L'entreprise dit, moi, je considère que c'est un secret industriel et commercial, confidentiel. Je vous demande de ne pas le divulguer. Et le ministre a la faculté de dire oui ou non. On va laisser la parole à Mme la députée de Pointe-aux-Trembles. Merci. Il y a d'autres questions. On a beaucoup de questions, mais en même temps, c'est intéressant là, tout ce que vous apportez. Je veux revenir sur les chiffres de la CAI au crédit de 2017-2018 dans les renseignements particuliers. Elle a reçu, la CAI, 81 demandes de la part des ministères ou organismes afin, en fin de compte, de ne pas répondre à la demande d'accès à cause du caractère abusif qu'on a indiqué. Sur l'ensemble de ces demandes-là, dans tous les ministères, il y en a 28 qui viennent du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles sur 81 demandes. Comment vous expliquez ça, ce nombre aussi grand de l'énergie et des ressources naturelles? Et si je fais une comparaison aussi à l'année précédente, parce que dans les crédits de 2016-2017, il y a eu, au lieu de 81 demandes, il y en a eu 67. Puis dans l'énergie et ressources naturelles, il y en avait eu 4 seulement. Et là, en 2017-2018, il y en a 28 sur les 81 demandes. C'est beaucoup? Ben, on n'a pas l'explication de ce qui se passe derrière les murs, mais c'est nous, au CQDE, comme il y a beaucoup de monde qui nous approche pour préparer des demandes d'accès à l'information, pour voir si on peut les épauler s'ils vont devant la commission d'accès, il y a de plus en plus de monde, effectivement, avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui nous disent, bien là, on nous dit dès le départ que notre demande est abusive. Je disais tantôt l'exemple des forages, des autorisations, c'est ce ministère-là. Et effectivement, il semble y avoir une augmentation de ce type de recours dans ce ministère-là particulièrement. Et c'est ce qui nous inquiète, et c'est pour ça que dans une réforme, il faudrait voir ça, parce que c'est très simple, c'est facile si on a l'idée... Il y a une culture du secret dans toutes les administrations publiques, le Québec ne fait pas exception. Si on veut, c'est une nouvelle méthode, on a juste à dire que la demande est abusive parce qu'elle porte sur un grand nombre de documents et ça reporte, et de notre expérience, bien, la majorité des citoyens et des groupes laissent tomber parce que là, ils se voient déjà pris dans un engrenage de temps et de frais d'avocat si c'est des groupes qui sont constitués en personne morale. Et donc ça, il faut que ça soit... Est-ce que c'est ça que vous appelez, dans votre mémoire, l'effet dilatoire automatique? Oui, parce que l'effet dilatoire, c'est de reporter, parce que déjà, l'organisme
Il considère que c'est abusif. Il n'y a même pas à dire si, en vertu de telle restriction, c'est 23 ou 24 ou la restriction sur les analyses ou n'importe quoi. Il n'y a même pas à dire la restriction de la loi sur l'accès qui lui sert de base à refuser. Il dit c'est abusif. C'est 137.1. Ce n'est pas dans la sous-section sur les restrictions. C'est 137.1 est abusif. Donc, il repousse dans les mains de la Commission d'accès à l'information la décision à savoir si c'est abusif ou non. La Commission va dire si ce n'est pas abusif, là, le ministère va devoir considérer, bon, OK, pas abusive. Est-ce qu'il y a une restriction qui s'applique? Et si c'était 23, 24, peu importe, bien, on recommence le processus. Donc, c'est une façon dilatoire de gagner du temps. Et en information, le temps, c'est super important. Les gens qui font les demandes d'accès à l'information, c'est parce qu'il y a un projet qui s'en vient, il y a une élection, il y a quelque chose, un événement dans l'actualité. S'ils obtiennent l'information dans 2 ans, bien, ce n'est pas tellement intéressant. Ils abandonnent. Sur un autre ordre d'idée, voulez-vous me parler davantage de le fardeau de la preuve dans l'article 41.1 de la loi sur l'accès? Dans votre mémoire, vous dites que c'est... en effet, rien de libellé du premier alinéa de l'article 41.1 n'a changé au fait que le renseignement doit permettre de connaître ou confirmer l'existence d'un risque immédiat, etc. Là. C'est donc dire que le même fardeau de preuve continue de s'appliquer et qu'il appartient toujours au demandeur de fournir un début de preuve de l'application de l'article 41.1. Oui. Bien, ça avait été souligné bien avant par le CQDE par Maître Raymond Doré, qui est le spécialiste de l'accès à l'information. Au moment où on a abrogé l'article 26, c'est lui-même, avec Maître Chevrette, qui avait souligné que cet article-là n'avait donné lieu à aucune décision positive de la Commission d'accès, parce que les critères qu'on exige, encore là, dans ma thèse, c'est les décisions de la Commission qui sont penchées là-dessus, on demande pratiquement à la personne, parce que quand elle a fait une demande d'accès, puis qu'elle est refusée, puis on considère que 26, 41.1, 26 à l'époque et 41.1 plus tard, ne s'appliquent pas. Je conteste. Il faut encore que les gens contestent. 2 ans plus tard, je suis entendu par la Commission d'accès à l'information. Et j'essaie de faire valoir que l'exception de 41.1 s'applique. Bien, à la Commission d'accès à l'information, on a considéré, vous avez l'air, 2 ans plus tard, en parfaite santé. C'était quoi le risque pour votre santé, etc. Je ne caricature pas, il y a une décision c'était exactement ça qui s'est passé. Et comme Maître Doré le disait, en toute déférence, on peut sérieusement se demander comment le demandeur qui n'a pas en main les documents en litige peut raisonnablement assumer un tel fardeau de preuve. Et il disait en 99, autant dire que l'article 26 ne trouverait à peu près jamais application, ce qui est d'ailleurs amplement démontré et qui s'est perpétué. Madame la députée de Pointe-aux-Trembles, il reste 3 minutes 45 secondes. Oui, j'ai un autre sujet à vous parler, celui de l'effet que pourrait avoir le retard de la réforme de la loi de l'accès sur l'interprétation de l'article 23.1 de la loi sur la qualité de l'environnement. Quel effet ça va? Bien, justement, le député de Masquinongé a raison tantôt, et c'est un compromis qui a été trouvé au moment de l'adoption du projet de loi 102, parce que les regroupements d'entreprises avaient obtenu un amendement qui faisait en sorte que les restrictions des articles 23 et 24 auraient été expressément mentionnées et que les documents qui auraient été divulgués sur le registre public de la loi sur la qualité de l'environnement, bien, les restrictions des articles 23 et 24, les documents remis par les tiers, se seraient appliqués. On s'est élevé contre ça. Il y a eu un compromis qui a été trouvé parce que, et justement, donc ce compromis-là, il y a plusieurs personnes qui nous ont approchés pour savoir qui va trancher. Admettons la décision du ministre de l'Environnement de considérer que, selon 23.1, c'est un secret industriel ou commercial confidentiel ou ce n'est pas un secret industriel commercial. Est-ce que c'est le tribunal administratif du Québec? Quand c'est des décisions relatives aux autorisations, c'est là que ça va, devant le TAC, ou c'est la Commission d'accès à l'information? À mon avis, il y a de la jurisprudence là-dessus, c'est la Commission d'accès à l'information qui va devoir, si on veut contester la décision du ministre, de peu importe laquelle, ça va être à la Commission d'accès à l'information de trancher et ça va être à la Commission d'accès à l'information de nous déterminer, par la force des choses, s'il n'y a pas de changement législatif, c'est quoi la différence entre un secret industriel et commercial confidentiel versus ce qui était auparavant l'article 23, les renseignements de nature industrielle, commerciale, etc. Donc, il s'en vient par là. Si le législateur ne bouge pas, la Commission d'accès à l'information va devoir trancher cette nouvelle norme juridique
qui est différente de ce qui existe dans la loi sur l'accès et qui, à mon sens, va dans le bon chemin. Ce qui est adopté, le compromis de 23.1, on devrait le retrouver. L'essence de ça devrait se retrouver dans la modification aux restrictions des articles 23 et 24 sur les tiers. Madame la députée de Il reste combien de temps? Pointe-aux-Trembles, 1 minute 25. Parce qu'il ne reste pas grand temps. Dans tout ce que vous apportez dans votre mémoire, quelle est pour vous l'urgence? Bien, l'urgence, c'est vraiment les renseignements concernant les restrictions des articles 23 et 24. C'est au niveau environnemental. Le ministère de l'Environnement, c'est pas lui qui produit, il produit de l'information environnementale, des rapports, mais la majorité de l'information environnementale, la majorité des demandes d'accès à l'information environnementale portent sur des documents qui sont remis par des demandeurs d'autorisation, de subventions, d'aide de tout ordre au ministère. Parce que ce n'est pas le ministère qui fait les projets, ce n'est pas lui qui sait comment on ouvre une carrière sablière, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis est-ce que les camions vont se promener la nuit, le tonnage, etc. C'est le promoteur qui dépose ces documents-là et ça devient des documents de tiers. Et le registre public qui avait été créé en 1978 s'est heurté, à partir des années 90, aux restrictions des articles 23 et 24. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être, et c'est pour ça qu'on parle de développement durable, de conciliation intérêts économiques et environnementaux, la primauté, le droit de veto qui est accordé présentement au secteur économique, aux tiers qui font des demandes d'autorisation, doit être modéré, tempéré, en vertu des principes du développement durable. Merci beaucoup, Madame la députée. La période d'échange est terminée pour l'opposition officielle. Maintenant, nous poursuivons la période d'échange avec Monsieur le député de Bordua pour la deuxième opposition pour un temps de 9 minutes. Bonjour, M. Barry. Merci de contribuer aux travaux. Aujourd'hui, on est heureux de vous recevoir. J'ai écouté depuis tout à l'heure. En fait, ce que je comprends, c'est de votre position, ça nous prend un changement de paradigme un peu. Supposons par rapport à l'article 137, comment est-ce qu'on traite, dans le fond, les dossiers et supposons les demandeurs avec de multiples demandes, ils veulent avoir accès aux documents. Et là, le ministère, l'État québécois leur dit, bien écoutez, la quantité que vous demandez, c'est une quantité astronomique, donc on vous considère un peu comme, en vertu 137, comme des quérulents. Puis nous, on considère que c'est pas justifié que vous en demandez autant. Dans le fond, on fait une analyse subjective un peu en fonction de la position de l'État, puis dire, bien écoutez, nous, ça nous demande des ressources, parce que ultimement, c'est ça un peu. Ça nous demande des ressources, puis j'affecterai pas tant d'employés à demander tous les documents que vous avez. C'est un peu ça. Bien, vous avez tout à fait raison. Mais tantôt, dans votre discours d'introduction, vous avez mentionné les classements internationaux dans lesquels le Québec se retrouve maintenant en queue de peloton. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Chartier, le président de la Commission d'accès à l'information, qu'à l'époque, on était dans l'avant-garde, mais aujourd'hui, on a beaucoup de rattrapage à faire. Et c'est le changement de culture, parce qu'au Québec, par exemple, les chiffres du ministère de l'Environnement, il y a seulement une demande d'accès à l'information sur 4 qui est répondue totalement positivement, ce qui est très peu. Quand on parle de ressources, le changement de paradigme, c'est que plutôt que d'avoir des gens qui sont là, puis qui attendent, puis qui répondent à des demandes d'accès à l'information, puis qui doivent aller vérifier avec les tiers s'ils sont d'accord ou pas d'accord, fouiller un peu partout, tout est numérisé maintenant. S'il y a des registres publics et s'il y a des définitions précises de c'est quoi une information de tel type versus secret industriel, etc., bien, ces gens-là seraient beaucoup plus efficaces. Je ne crois pas que ce soit très compliqué de mettre les rapports d'analyse de 125 forages qui sont numérisés sur un site Internet. C'est très compliqué si vous recevez une demande d'accès à l'information et que là, vous devez décider si ce rapport de forage-là, est-ce qu'il y a des parties du document qui proviennent de tiers? Si oui, je dois aviser les tiers, j'attends. S'ils me disent non, c'est automatiquement bloqué. Donc, oui, c'est toute une mécanique globale et un changement de paradigme qui correspond à ce qui a été dit tantôt. L'accès, la divulgation automatique doit devenir la règle et vraiment le refus, les restrictions, il va toujours en avoir, mais l'exception. À l'heure actuelle, la pratique démontre le contraire. Est-ce que c'est invoqué souvent, l'article 137, pour dire, dans le fond, en matière environnementale, ce que vous demandez, c'est trop, là, vous donnez un exemple du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Est-ce que ça arrive fréquemment que l'État utilise, les organismes publics utilisent ce genre d'exception? Parce que c'est un peu particulier que l'État dise aux citoyens, mais vous faites une demande d'accès, puis on trouve que vous en demandez trop. En gros, c'est un peu ça. Oui.
Mais juste les chiffres que votre la députée précédente a mentionné, 80 quelques dans l'année, ça, c'est ce qui s'est rendu à la Commission d'accès à l'information. Parce qu'elle, autrement dit, la personne qui s'est fait dire ça, a décidé de contester cette interprétation-là, que sa demande est abusive, et qu'elle a entendu et qu'elle s'est présentée devant la Commission d'accès à l'information. D'expérience, tout à fait récente, il y a plusieurs personnes qui, comme elles se font dire que leur demande est abusive, que ça devra passer et être décidé par la Commission d'accès à l'information, n'y vont simplement pas. Donc, ces chiffres-là, ces personnes-là, ils n'apparaissent pas dans les statistiques des 81 ou 87 qui ont été mentionnés tantôt. Ça peut paraître pas beaucoup, mais ce qui nous préoccupe, c'est que ça semble, en tout cas au sein de ce ministère-là, être une nouvelle façon de reporter les décisions et de refuser, en fait, l'accès à l'information. Parce que ça, je pense, c'est bien important là, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. À partir du moment où vous faites une demande d'accès à l'information, l'organisme public a 20 jours et un 10 jours supplémentaires, c'est possible, donc 30 jours pour répondre à votre demande. Et là, ça se peut que le ministère ou l'organisme dise, écoutez, non, on ne vous transmet pas l'information parce qu'il s'agit d'un renseignement protégé en vertu de XY exception. Et là, par la suite, il y a une autre étape à faire où là, si la personne veut faire la révision de la décision, d'aller devant la Commission d'accès à l'information. Et là, vous avez dit, supposons pour le gaz de schiste, les gens qui voulaient savoir qu'est-ce qui était injecté, c'est légitime de le savoir parce qu'on parle des nappes phréatiques, on parle des puits qui alimentent plusieurs communautés. J'en ai moi-même dans ma circonscription où c'est vraiment problématique, puis il n'y a pas de consensus social pour ça, supposons dans la vallée du Richelieu. Puis il faut comprendre les gens à ce niveau-là. Mais la question, c'est, est-ce que si, lors d'une réponse d'un organisme public ou d'un ministère, on donnait davantage d'informations dans le refus, est-ce que vous pensez que ça pourrait aider? Oui. Sur le Très fait... rapidement. Oui, parce que, comme j'ai dit tantôt, l'exemple des gaz de schiste, si on nous dit seulement, c'est en vertu de l'article 23 et qu'on parle en vertu de la loi, on vous envoie la disposition, l'article 23, mais vous ne savez pas si c'est en vertu, parce qu'on considère que c'est un secret industriel ou un renseignement naturel industriel. Et la jurisprudence, il y a des critères différents. Donc, pour les citoyens qui ne sont pas des juristes, ça ne leur dit pas grand-chose. Et c'est pour ça que les mécanismes de divulgation automatique, ce qu'il faut viser, c'est qu'après l'adoption de la nouvelle loi, c'est que le ministère de l'Environnement ne reçoive plus 12 à 15 000 demandes d'accès à l'information, mais qu'il en reçoive 500-600 par année. Parce que c'est les registres publics, l'information sera accessible directement. Ça économiserait des coûts et ça faciliterait la participation, l'engagement des citoyens, ce que tout le monde ici souhaite. Oui, je veux juste qu'on aille sur l'article 24. Dans votre mémoire, vous en parlez, vous dites, lorsqu'on parle du risque de préjudice éventuel. Donc là, on refuse l'accès aux documents ou l'accès à l'information sur un hypothétique risque de préjudice. Donc là, le tiers est seulement à dire, bien, écoutez, ça risque de me causer préjudice dans le cadre de ma négociation commerciale, donc ça gèle là, on ne peut pas donner l'information. Ça, c'est un problème en matière environnementale. Oui, parce que les deux vont ensemble. L'article 23, c'est sur la nature des renseignements, puis l'article 24, c'est les préjudices éventuels, la nature des préjudices. En matière environnementale, et ça a été plaidé et gagné par des entreprises, ça peut être un risque de préjudice si la population sait ce que je rejette dans l'eau du fleuve ou de la rivière dans telle municipalité, même si c'est parfaitement légal et autorisé, il n'y a pas de doute par rapport à ça, ça a été autorisé. Mais les gens ils voudraient savoir c'est quoi la quantité, c'est quoi le type de produit, s'il y a eu des analyses de fait, et peut-être que ça peut être un risque, un préjudice, parce que j'ai des compétiteurs qui, eux, font mieux que moi, ils produisent le même type de produit que moi, mais et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on vise de plus en plus la réglementation par l'information. On oblige les entreprises, c'est pas les règlements, mais on oblige les entreprises à divulguer de l'information. Et comme ça, les banquiers, les compagnies d'assurance, les législateurs, les élus municipaux, les citoyens, etc., les actionnaires, peuvent se rendre compte, écoutez, comment ça se fait que vous polluez, vous utilisez tant de produits chimiques annuellement et que votre compétiteur direct, qui fait le même genre de production, lui, envoie dans l'air 50% moins de contaminants, dans l'eau, il récupère. On peut savoir ces chiffres-là. Mais il y a des entreprises qui, en vertu de 24, disaient ça peut me causer un préjudice parce que, justement, mes clients, les groupes environnementaux, l'opinion publique peut se saisir de ces chiffres-là. Et c'était un argument qui a été adopté. Que c'est mon image d'entrepreneur, d'entreprise propre, peut être affectée par la divulgation de ce que j'envoie dans l'environnement. C'est un préjudice.
Et ça n'a rien à voir avec le secret industriel. Et les préjudices commerciaux aussi ont été souvent... Donc, les 23-24. Et Député de Borduas, 1 minute. sur l'appréciation du critère relativement à ça, dans le fond, vous dites, bon, c'est supposé être un critère objectif, mais parfois, ça devient un critère subjectif. Comment, supposons, si on le modifie, comment on devrait le modifier pour vraiment avoir un critère qui serait approprié d'appréciation? Bien, ça ne peut pas être seulement un point. C'est la question de la divulgation automatique. Donc, la majorité des renseignements se retrouvent sur des registres publics sans nécessité de faire des demandes d'accès. Il faut qu'on resserre les restrictions et que ça ne soit pas aux seules entreprises à déterminer, moi, j'ai un droit de veto. Et pour avoir assisté à des webinaires qui sont donnés par des collègues là, en accès à l'information, mais pour les entreprises et les grands cabinets d'avocats, c'est ce qu'on leur dit. Vous avez 2 outils extraordinaires pour refuser la divulgation de l'information. Vous traitez vos documents de matière confidentielle, vous mettez des tampons confidentiels, vous les rangez le soir dans des archives barrées, et vous avez juste à dire à la commission. Je vous remercie, M. Barry. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre aux représentants de l'Association pour l'accès et à la protection de l'information de prendre place. Merci.